Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo concernant la procrastination. Aujourd'hui, je vais vous présenter 20 outils concernant la productivité. Alors, ça va vous être utile forcément si vous êtes dans une période assez peu productive ou aussi dans une période, disons, d'auto-sabotage concernant vos propres projets. Alors, on va commencer assez rapidement avec le premier outil qui s'appelle le One Monday Hour One. Alors, le One Monday Hour One, c'est un outil créé par, en l'occurrence, Brooke Castillo, qui est la même coach américaine en fait, qui a créé le modèle de Brooke Castillo, donc le modèle de coaching que j'utilise. Concernant justement cet outil du One Monday, c'est un outil en fait de planification qui permet de mettre beaucoup de clarté en fait sur tout ce que vous avez à faire. Généralement, quand vous avez un problème de productivité, ça peut arriver que c'est par un trop plein d'activités ou trop de projets et que justement en fait ce trop plein de projets vous crée beaucoup de brouillard mental et que justement à la fin de la journée vous vous retrouvez à y avoir tellement pensé que vous ne faites plus rien. Donc la première étape de cet outil, c'est dans un premier temps vous allez prendre une feuille blanche ou un carnet et vous allez justement écrire absolument tout ce que vous souhaitez faire, tous vos projets, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que ce soit donc vos projets perso, que ce soit par exemple de devoir payer des impôts, de faire du sport, le temps d'hygiène, le fait que vous deviez dormir. On va vraiment tout mettre, on va faire on va avoir une vision extrêmement claire de tout ce que vous faites dans une journée et tout ce que vous souhaitez faire dans la journée. Et je vous parle de journée, mais ça peut être aussi sur le niveau d'une semaine ou 2 semaines. Vraiment, mettez sur la feuille absolument tout ce que vous devez faire et tout ce que vous voulez faire. Que ce soit du sommeil, du professionnel, du personnel, tout, absolument tout. Dans une deuxième étape, lorsque vous avez réalisé donc justement toute cette liste que vous devez faire, déjà vous allez vous rendre compte que dans une journée, en fait, vous faites plus de choses que vous ne pensez. Mais au-delà de ça, c'est que pour chaque tâche, vous allez définir un temps. Donc dans un deuxième temps, vous prenez chaque tâche et vous définissez le temps que ça vous prend ou que vous souhaitez que ça vous prenne. Ok. Donc sur ce plan-là, soyez honnête avec vous-même. Ne partez pas sur un vous idéalisé. Ne faites pas le planning du vous parfait. Faites le planning réel. Par exemple, je dors 8 heures ou je dors 10 heures. Ce projet-là, je souhaite y travailler 1 heure par jour. Ça ne sert à rien de créer un planning pour votre vous parfait qui ferait 4 heures de suite un boulot. C'est pas l'intérêt et en fait ça va vous retarder dans le fait d'arrêter de procrastiner. Donc soyez honnête avec vous-même. Donc après avoir défini pour chaque tâche le temps imparti, vous prenez chacune de ces tâches et vous prenez votre calendrier, que ce soit votre Google Agenda, que ce soit une application, que ce soit un agenda papier. Là, vous commencez à placer absolument tout en prenant en compte justement le temps que ça prend dans votre agenda. Et vous allez vous rendre compte que vous allez placer tout ça sur 1 à 2 semaines, peut-être 3 semaines pour réaliser vos projets. Par ailleurs, ça va aussi vous donner des deadlines. Mettez-vous des deadlines réalistes. Par exemple, si c'est un projet qui prend 3 heures, soyez honnête. Ne vous mettez pas 7 heures ou ne vous mettez pas 1 heure. Soyez honnête avec vous-même. Donc, vous placez tout ça fondamentalement dans votre agenda. Alors, vous pouvez supprimer les tâches qui ne sont pas urgentes. Si vous avez un besoin urgent de productivité, vous pouvez supprimer les tâches non urgentes. Soyez honnête avec vous, tout n'est pas important dans ce que vous avez marqué. Dans un deuxième temps, n'oubliez pas vraiment de mettre les pauses. Les pauses, c'est essentiel. Encore une fois, vous n'êtes pas en train de faire le planning de votre vous idéal, vous êtes en train de faire le planning de votre vous qui travaille, le vous réaliste. Donc, mettez-vous des pauses. Et vaut mieux aujourd'hui être un peu large sur les pauses, et ensuite, dans les semaines qui viennent, une fois que vous êtes lancé, diminuer ce temps-là, parce que déjà, vous aurez pris l'habitude de travailler et de prendre du plaisir au travail. Enfin, enfin, le but, c'est de prendre l'habitude de travailler, ce que l'on peut appeler l'habitude de productivité. Donc, au départ, dans les premiers jours, mettez-vous des plages où peut-être, et c'est là une question d'honnêteté sur soi, peut-être qu'en fait, les premiers jours, être réaliste, c'est, en fait, je ne peux travailler que 10 minutes sur ce projet-là. Et posez-vous la question, en fait, tout simplement, cette tâche, ça serait facile de la faire pour moi si j'y investissais combien de temps aujourd'hui. C'est-à-dire que si aujourd'hui travailler uniquement 10 minutes sur ce projet, ça vous paraît facile, mettez 10 minutes dans votre agenda. Et c'est petit à petit, après les jours qui vont passer, vous allez mettre 15 minutes, 20 minutes, et petit à petit, votre aptitude de productivité, vous allez l'augmenter. Mais commencez toujours par vous dire, qu'est-ce qui serait facile pour moi en termes de temps investi dans cette tâche pour que je m'y mette, en fait. Voilà. Là, vous avez un agenda qui est extrêmement clair, qui est normalement réaliste sur vos capacités actuelles et sur le fait que
d'une part, ça prend toute votre vie personnelle en compte, vos besoins physiologiques, sommeil, hygiène et compagnie, mais aussi ça vous permet d'augmenter petit à petit cette habitude de productivité. Deuxième outil, la question des valeurs et des besoins. Généralement, quand vous procrastinez, c'est que vous avez des croyances limitantes, des pensées en fait qui vous empêchent de réaliser vos projets. Et comme on l'a vu dans la vidéo précédente, notamment sur le modèle de Brooke, votre cerveau n'est pas là pour vous rendre heureux, votre cerveau n'est pas là pour vous rendre productif, votre cerveau est là pour vous garder vivant, et vous garder vivant, c'est justement dépenser le moins d'énergie. C'est pour ça que le problème aujourd'hui de la productivité est tellement là et de la procrastination, c'est qu'en fait, votre biologie joue contre vous. Votre cerveau joue contre vous en vous disant mais pourquoi tu vas travailler tout de suite alors que moi, en fait, on est tellement bien ici, assis, à consommer du contenu. C'est tranquille, je ne consomme aucune énergie. Donc en fait, votre biologie aujourd'hui va contre vos objectifs. Ça, pour le coup, on va le changer. Alors, dans un premier temps, si vous avez fait dans la première vidéo que j'ai postée, en fait, le point sur vos valeurs hautes et sur vos besoins, vous allez vous rendre compte que nombre de pensées que vous avez aujourd'hui, c'est des pensées en fait de peur. C'est-à-dire, si je réalise ce projet-là, si je me mets à la tâche, mes valeurs hautes sont en danger, ou mes besoins physiologiques, notamment de la pyramide de Maslow, qui sont les besoins d'accomplissement de soi, les besoins d'estime, d'appartenance, de sécurité ou de physiologique, fatalement, seront mis en danger. Ce que je vous propose du coup, c'est de faire le point sur ces pensées-là. Posez-vous la question, en quoi réaliser ce projet mettra par exemple chez moi en danger mon besoin d'appartenance. Très souvent dans la productivité, c'est la finalité, c'est que sachant que votre projet sera public, vous avez peur que votre besoin d'appartenance au groupe soit mis en danger. Souvent. Mais moi, ce que je vous invite à faire dans cet exercice, c'est autant sur les valeurs hautes, autant sur les besoins. Et c'est là où je vous invite à regarder la première vidéo de nouveau, à faire le point de en quoi j'ai peur que ces valeurs ou besoins soient mis en danger, et dans un deuxième temps, de trouver des nouvelles pensées et de vous dire en quoi mon besoin d'appartenance va être nourri en réalisant cette tâche ou ce projet. Et vous allez voir que d'un coup, l'émotion sera différente, de facto, l'action sera différente, et le résultat le sera tout autant, ça sera « je travaille ». Troisième outil, ce que j'appelle l'écosystème gagnant. Dans votre vie, si vous faites le point, vous avez déjà été plein de fois productif. La question, c'est que bien que les circonstances soient neutres, on peut quand même admettre que les circonstances favorisent la productivité. Et la question aujourd'hui, c'est de conscientiser sur quels critères les écosystèmes dans lesquels vous étiez avant, que ce soit à l'école ou dans votre milieu professionnel, ont favorisé votre productivité. Et donc, de vous poser la question, quels sont les points communs entre les écosystèmes dans lesquels j'ai été productif? Est-ce qu'il y avait des deadlines? Est-ce que j'étais entouré? Est-ce que j'étais seul? Est-ce que j'étais chez moi? Est-ce que j'étais dans un bureau? Posez-vous les questions pour repérer quels sont les points communs entre ce que j'appelle les écosystèmes gagnants, les écosystèmes gagnants où vous êtes productif. À partir de là, une fois que vous avez conscientisé en fait ces circonstances qui favorisent votre productivité, vous pouvez vous dire, ok, dans un premier temps, je vais créer cet écosystème et donc le mettre en place pour vous rendre productif. Dans un second temps, si le premier point n'est pas possible ou pas intégralement, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas tout de suite mettre en place l'écosystème. Par exemple, si il faut que vous louiez un bureau, mais aujourd'hui vous n'avez pas de revenus, ça va être le but à un moment dans votre parcours de productivité de louer justement un bureau pour créer cet écosystème gagnant. Et donc, dans un deuxième temps, c'est de créer l'écosystème gagnant partiellement, de remettre tout de suite en place les critères ou les circonstances qui favorisent votre productivité. Voilà. Donc, un quatrième outil, c'est de vous poser quelles croyances identitaires je valide en procrastinant. Généralement, on a beaucoup de croyances sur soi, on a beaucoup de croyances héritées de sa jeunesse ou de son enfance, et ça peut être « Ah, mais toi, tu es quelqu'un qui fait toujours tout au dernier moment ». Il y a beaucoup de personnes qui ont entendu cette phrase-là dans leur vie, et ça crée des croyances limitantes et une identité un peu de flemmard. Généralement, beaucoup de personnes sont productives avec une deadline, donc les deadlines, c'était rendre la copie tel jour, sauf que ça, à l'école, ça ne vous a jamais appris, par exemple, à être productif par vous-même. Et lorsque vous sortez des études et que vous n'avez plus de limites, en fait, le fait d'avoir, par exemple, cette croyance identitaire
qui peut être une autre croyance identitaire, mais là, on va se focuser sur celle-là. Ça peut être une croyance qui, justement, vous empêche d'être productif, tout simplement parce qu'en fait, là, vous avez la vie. En fait, vous avez 60 ans devant vous, et c'est-à-dire que vous n'avez plus de limites. Et sauf que vous avez cette croyance identitaire sur vous de je fais toujours tout au dernier moment. Et je ne pense pas que vous ayez envie de faire votre projet entrepreneurial, par exemple, à 70 ans. Donc la question, c'est de conscientiser quelles sont les croyances identitaires, que ce soit sur la question de flemmardise, de vous dire à quel moment j'ai appris ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la psychodynamique. C'est à quel moment j'ai construit des croyances sur moi-même dans la jeunesse, fatalement. Et de vous dire, est-ce que ces croyances me sont encore utiles? Et à partir de là, c'est si justement ces croyances identitaires vous sont inutiles et sont contre-productifs, de vous rendre compte quelles croyances identitaires sur moi-même aujourd'hui je peux construire qui me seraient utiles et avec laquelle je serais aligné. Donc posez-vous ces questions et commencez un vrai travail identitaire. Et on peut aussi admettre que par exemple l'entrepreneuriat ou la réalisation de projets, c'est qu'une transformation identitaire. Pour passer du point A au point B, pour passer du point B au point C, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous avez besoin de changer d'identité. Et ça, il faut l'admettre dès le départ. Cinquième point et cinquième exercice, conscientiser le coût de la procrastination. Généralement, on voit tous les côtés négatifs de se mettre au travail. Ça va être la fatigue, ça va être la mise en danger, par exemple, via le regard des autres. Mais on ne conscientise pas du tout quels sont les coûts de la non-action. Justement, moi, je vous invite à vous poser cette question. Si je ne réalise pas cette tâche aujourd'hui, en quoi, sur le temps moyen et sur le temps long, ça me sera très inconfortable et très défavorable. Et justement, de vous rendre compte avec un côté avantage-coût, faites la liste de tous les avantages de ne pas travailler tout de suite sur le temps court, ça va être généralement du confort, et faites aussi toute la liste de tous les désavantages de ne pas travailler tout de suite sur le temps moyen et sur le temps long. Et ça va vous donner peut-être un petit sentiment d'urgence qui peut être utile, et admettez justement de traverser cette émotion d'urgence. Pour ceux qui ont peur de l'émotion d'urgence, entraînez-vous à faire des modèles de Brooke Castillo, retournez voir la première vidéo pour en faire, pour justement vous rendre compte que ce n'est qu'une émotion. Et si vous avez le contrôle de vos émotions et que vous admettez de ressentir certaines émotions négatives, parce que vous ne pouvez pas tamponner toutes les émotions et vivre une forme de productivité, d'avancer dans votre projet en étant toujours heureux, moi, je vous invite vraiment à trouver des pensées qui vous font ressentir un besoin d'urgence pour vos projets urgents, justement, et d'admettre de ressentir parfois certaines émotions négatives. De toute façon, grâce au modèle de Brooke Castillo, vous avez désormais tout le contrôle sur vos émotions. Et ça, on va en parler un peu après. Dernier point, définir votre... Dernier point, pas du tout. Sixième point, définir votre why. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de faire aujourd'hui un ikigai, qui est fondamentalement un exercice qui est tiré, il me semble, de la culture japonaise, et qui vous permet de trouver un peu votre raison d'être, et un peu une forme de mission professionnelle. Je vous mettrai quelque part, en fait, un exemple d'ikigai, et je vous invite à aller par vous-même chercher l'outil. Et en fait, l'ikigai permet tout simplement de croiser différents points de votre personnalité, notamment sur ce que vous aimez, ce en quoi vous êtes doué, ce pourquoi vous pouvez être payé et ce dont le monde a besoin. Et en fait, en croisant toutes ces informations, en fait, via l'exercice d'ikigai, vous allez vous rendre compte, en fait, que justement, ça va vous donner un peu ce qu'on appelle votre why, votre pourquoi, le pourquoi vous avez envie de faire les choses. Et ça va grandement vous faciliter la productivité et justement le pourquoi vous voulez travailler, non pas pour des choses qui sont complètement futiles, mais avec une vraie raison d'être et quelque chose qui va nourrir vos valeurs hautes. Autre point, et autre exercice et outil absolument génial qui s'appelle le schéma de Tim Ferriss. Alors, le schéma de Tim Ferriss, c'est celui qui a écrit la semaine de 4 heures, donc quelqu'un qui s'y connaît en productivité. Et il a partagé, en fait, il y a de ça quelques années, un outil en fait, qui est absolument génial pour débloquer la productivité. Donc, dans un premier temps, prenez une feuille de papier ou ouvrez une note sur votre portable ou votre PC et posez-vous la question, qu'est-ce qui se passerait si je réalisais mon projet? Donc là, vous mettez, après le si je, vous mettez ce que vous souhaitez faire. Dans un premier temps à cette question, vous allez définir ici
toutes les pires choses qui pourraient arriver si vous réaliseriez, oui, votre projet avec le plus de détails possible. Donc vraiment, là, tous vos troubles anxieux vont vous être utiles. Et posez-vous la question, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Dans un second temps, pour chaque point que vous avez cité sur ce qui pouvait mal se passer, vous allez écrire comment prévenir ces points. Qu'est-ce que je peux faire pour éliminer le problème ou la menace? Et vous allez y répondre. Par exemple, si l'une de vos peurs, c'était de ne pas avoir les compétences techniques pour, je sais pas, monter une vidéo, pour éviter ça, bah, vous pouvez, par exemple, faire tout de suite un tuto de montage vidéo. Ok. Et dans un troisième point, vous allez réparer, c'est-à-dire pour chaque point qui n'est pas prévisible, mais aussi vous pouvez aussi le faire pour ceux qui le sont, vous allez envisager une façon de réparer le problème. Par exemple, je n'ai pas les compétences pour monter une vidéo, tiens, je peux prendre un freelance pour le faire. C'est une façon de réparer le problème. Et donc vous êtes le plus précis possible et vous donnez le plus de détails possible concernant la résolution de votre problème. Donc d'abord, définir tout ce qui pourrait mal se passer. Ensuite, comment prévenir chaque point pour l'éviter. Et dernier point, comment réparer chaque point. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, il n'y a pas un seul problème qui n'a pas sa solution. Et qu'il n'y a rien de définitif fondamentalement. Après, dans un second point, vous allez vous poser la question, quels sont les bénéfices d'une tentative ou d'un succès partiel? C'est-à-dire qu'il n'y a jamais un projet sur lequel on arrive parfaitement, rien n'est parfait, abandonnez cette idée de perfectionnisme. Mais il y a toujours des avantages à essayer, et il y a toujours des avantages à avoir un succès partiel. Et moi, je vous invite tout de suite à vous poser la question, même si cette vidéo n'est pas parfaite, il y a énormément, par exemple, d'avantages à quand même la monter, la faire, la monter et la poster. En fait, c'est un succès partiel. Et chaque chose que vous ferez, de toute façon, dans votre vie, seront des succès partiels. On va voir. Enfin, voilà. Et troisième point, qu'est-ce que va me coûter l'inaction? On en revient à un point précédent, sur 6 mois, sur 1 an, sur 3 ans. Vraiment, prenez le temps de conscientiser quel est le coût de l'inaction et vraiment écrivez-le. Alors ça, c'est un excellent outil parce qu'en fait, ça vous donne énormément de stratégies pour justement avancer et dédramatiser en fait l'action. Ce qui nous amène à un autre outil qui est absolument génial, qui s'appelle le WHOOP. Donc le WHOOP, c'est une méthode en fait qui a été créée par une psychologue et une neuroscientifique, dont je n'ai plus le nom, mais je l'écrirai quelque part, et en fait qui a créé une méthode de productivité. Pour tous ceux qui aiment les sciences, en fait, c'est assez génial. Et ça recoupe pas mal d'informations, justement, de conseils en productivité que d'autres ont déjà donné avant, dont Tim Ferriss. Donc, la première étape de la WHOOP, de la WHOOP méthode, ça va être de définir l'objectif souhaité. Donc ça, c'est le W, c'est le wish. Donc, définir l'objectif souhaité. Qu'est-ce que vous souhaitez réaliser? Dans un deuxième temps, c'est le premier O, c'est le outcome, c'est le résultat que vous souhaitez. Là, je vous invite pour le outcome à faire ce qu'on appelle un objectif SMART, donc un objectif le plus précis possible. Donc en termes de temps, en termes de résultats attendus et compagnie. Concernant le troisième O, c'est identifier les éventuels obstacles que vous allez avoir sur le chemin. Et donc là, ça recoupe un peu le modèle de Tim Ferriss. Donc envisager tout ce qui pourrait mal se passer. Et ensuite, pour chaque chose qui pourrait mal se passer, vous allez faire donc le P, donc qui est le plan, c'est avec une logique de si alors. Si je n'arrive pas à monter ma vidéo, alors je vais engager un freelance. Si je n'arrive pas à être productif sur ce projet, je vais donner 20 euros à mon ami. Alors je vais donner 20 euros à mon ami qui ne me les rendra que si je lui montre le projet réalisé. Vous pouvez mettre plus que 20 euros, ça sera utile. Mais enfin voilà. Et donc, toute la WHOOP méthode, c'est extrêmement efficace. Déjà, ça permet de mettre énormément de clarté, comme le modèle de Tim Ferriss, et d'être extrêmement efficace. Et il faut savoir que cette neuroscientifique, lorsqu'elle a testé cette méthode, a eu des hausses de 80% de productivité. Et dites-vous bien que c'est pas 80% de productivité, c'est qu'en testant cette méthode, elle a eu des résultats où 80% des projets étaient réalisés. Dites-vous bien que si vous réussissez 80% de vos projets,
vous aurez plutôt une vie qui va avancer pas mal. Voilà. Autre point, rapidement, découper en micro-tâches. Généralement, lorsque vous essayez d'être productif, vous mettez d'abord des plages horaires de 4 heures de travail, la pire des choses, et vous écrivez vraiment le résultat que vous souhaitez attendre. Moi, je vous invite à préciser le processus, et pour préciser le processus, découper en micro-tâches ou en petites tâches tout ce que vous devez faire. Et tant que vous n'avez pas envie de vous dire, mais en fait c'est facile à réaliser, un peu comme l'habitude de productivité, continuez à découper. Alors peut-être que avec cette méthode, vous allez en arriver à écrire comme tâche ouvrir l'application, cliquer sur le bouton ouvrir un slide, juste me filmer 2 minutes. Alors oui, mais en fait, vous allez être productif, vous allez avancer. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, un projet, ce n'est que des micro-tâches qui sont toutes assemblées et qui réalisent le gros projet. Mais fatalement, en fait, le but, c'est vraiment que vos pensées, en fait, se disent en voyant les micro-tâches, mais en fait, c'est facile à réaliser. Et aujourd'hui, vous avez une pensée en vous qui est, mais en fait, ça va me prendre une énergie folle. Et justement, en découpant en micro-tâches, si c'est nécessaire, vous allez vous rendre compte que c'est extrêmement facile d'avancer. Voilà. Autre point, un conseil de psychologue, en l'occurrence, prenez l'habitude de vous féliciter. On est dans des cultures qui ne favorisent pas l'autocongratulation. Et justement, c'est quelque chose d'assez sympa à mettre en place. Dans nos cultures, c'est assez difficile à réaliser. Mais moi, je vous invite par exemple à vous mettre des alertes, par exemple le soir ou tous les 4 heures, euh, avec comme précision dans l'alerte sur quel point je me félicite pour les dernières heures. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous avez énormément de succès. Parce que l'un des problèmes du manque de productivité, c'est qu'au bout d'un moment, ça commence à entamer votre confiance et votre estime de soi. Et ça, après, derrière, c'est un peu plus dur et ça prend un peu plus de temps parce qu'il y a un travail identitaire à réaliser. Et donc, prenez cette habitude sur tous les domaines de votre vie de vous dire pourquoi je me félicite. Voilà. Et ça peut paraître futile pour autant, mais vous allez vous rendre compte que c'est bien plus difficile à mettre en place que l'on ne croit et qu'en fait c'est assez sympa. D'ailleurs, ça crée de la dopamine dans le cerveau, ce qui va favoriser derrière la concentration et la productivité. Autre point, le regard des autres. Alors, on en a déjà un peu parlé, mais vraiment, il faut bien comprendre que le regard des autres, c'est un des gros problèmes en fait dans notre société et qui ne vient pas de nulle part, qui ne vient pas fondamentalement de notre culture, mais dans un premier temps de notre biologie. Pourquoi? Parce que en fait, en 200 000 ans d'évolution, en tout cas pour Sapiens, faut bien comprendre que être exclu du groupe, déroger du groupe, se faire remarquer négativement, en fait, c'était prendre le risque d'être exclu du groupe, et de facto, c'était la mort. Il y a 200 000 ans, en fait, si vous étiez exclu de la tribu, c'était la mort. Et c'est-à-dire que génétiquement, c'est ce qu'on appelle la psychologie évolutive, c'est de comprendre qu'on a certains comportements qui sont codés en nous. Et c'est pour ça qu'on a tous autant peur du regard des autres, qui n'est pas en soi, parce qu'en fait, aujourd'hui, on ne craint plus la mort. C'est-à-dire que si un groupe vous rejette, vous n'allez pas mourir. Pour autant, vos gènes, dans votre gène, il y a l'épigénétique et compagnie, et là, vous savez qu'en fait, c'est un risque. Alors moi, je vous invite déjà à rationaliser ça, c'est-à-dire que votre peur du regard des autres, tout le monde l'a, et par ailleurs, ça vient de l'évolution. Et justement, de vous rendre compte qu'en vous exposant petit à petit au regard des autres, votre cerveau va rationaliser la chose et ça ne va plus vous bloquer. Et dernier point, je vous invite de nouveau à trouver des pensées qui vont vous permettre tout simplement de rationaliser la chose et de vous créer des émotions en vous disant, en vous posant cette question, en quoi réaliser ce projet va nourrir mon besoin d'appartenance. Parce que le regard des autres, c'est la peur d'avoir son besoin d'appartenance qui n'est plus nourri. Et aussi son besoin d'estime. Donc posez-vous cette question, en quoi réaliser ce projet me permettra en quoi réaliser ce projet me permettra de nourrir mon besoin d'appartenance et d'estime. Voilà. Autre exercice qui prend un peu plus de temps pour le coup, écrivez-vous une lettre de vous d'aujourd'hui au vous d'hier pour le remercier de tout ce qu'il a fait, de toutes les fois il a avancé, il a été productif. Et ensuite, dans un second temps, écrivez-vous une lettre du vous de ce soir ou du vous de demain ou du vous dans une semaine qui aura réalisé toutes ces tâches et qui remerciera le vous d'aujourd'hui en fait pour tout ce qu'il a fait. Et dans ces lettres, et notamment la seconde,
Précisez bien tout ce qu'il a traversé, toutes les émotions qu'il a traversées, toutes les tâches qu'il a réalisées, les côtés positifs, les côtés négatifs. Écrivez-vous une lettre, vous allez être surpris de combien ça va permettre de rationaliser et de vous rendre compte qu'en fait le chemin, vous êtes capable de le mener, de le réaliser et que ça va être bien moins dur que prévu. Vous aurez forcément des émotions négatives, mais vous en êtes capable. Et justement, se projeter autant en commençant par remercier le soi passé d'avoir réalisé tout ce qui vous a permis quand même d'être ici, parce que vous avez fait des choses dans votre vie. Mais au-delà de ça, après, dans un second temps, d'écrire une lettre du vous passé au vous présent va vous permettre de vous rendre compte qu'en fait, ce n'est qu'une continuité et qu'en fait, la productivité avancée sur ces projets, ça sert à rien d'avoir autant d'idées en tête et de s'auto-saboter en soi. Je vous invite vraiment à prendre 30 minutes. Vous pouvez commencer, si c'est trop compliqué, 30 minutes, à dire bah, je me pose 1 minute pour faire la première lettre, 1 minute pour faire la seconde, et je vois qu'est-ce que ça donne. Et vous allez voir que en fait, c'est assez sympa. Ensuite, autre outil de planification, ce qu'on appelle, et certains la connaîtront, la matrice d'Eisenhower, en fait, qui permet en fait de séparer en fait toutes les tâches que l'on a à réaliser, notamment ces projets, entre des projets urgents et non importants, des projets urgents et importants, des projets non urgents et non importants, et des projets non urgents et importants. Et moi, je vous invite à écrire absolument tous les projets que vous voulez réaliser, toutes les tâches que vous avez à faire dans votre semaine, et à justement les placer dans ces 4 catégories. Donc urgent et important, urgent et non important, non urgent et non important, non urgent et important. Et vous verrez donc que tout n'est pas urgent. Et justement, concernant, comme on en parlait précédemment, l'émotion d'urgence, permettez-vous de ressentir un sentiment d'urgence euh, concernant vos projets, uniquement vos projets urgents et importants pour continuer à avancer, ce qui vous amènera dans tous les cas à l'action. Et admettez pour vos projets urgents et importants de vous mettre une deadline. Voilà. Petit point sur la visualisation et la pensée positive. Arrêtez. Tout simplement arrêtez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des études, c'est un conseil qu'on entend partout. Il y a des études scientifiques qui ont été faites. D'une part, la pensée positive rend beaucoup plus malheureux sur le temps long. C'est-à-dire que justement, le modèle de Brooke Castillo, ça vous permet non pas de tamponner toutes les émotions négatives, mais parfois, au lieu d'avoir une émotion de colère, vous allez avoir une émotion de responsabilité. Donc arrêtez la pensée positive scientifiquement et je vous invite à vérifier tout ça sur internet. Ça rend plus dépressif et c'est dangereux. Et la visualisation, c'est pareil. Il est assez sain de visualiser, comme quand on le fait par exemple dans la lettre, l'exercice précédent, de visualiser toutes les étapes pour justement rationaliser et dire bon en fait c'est pas grand chose. Enfin c'est toutes les pensées que j'ai vis-à-vis d'une tâche qui me bloquent que la tâche en elle-même. Par contre la visualisation, lorsqu'on vous dit imaginez-vous la tâche réalisée, ça vous donne l'émotion, en fait une émotion, donc c'est-à-dire une émotion de fierté. Et c'est vrai que fondamentalement vous pouvez remarquer que tous les projets qu'on souhaite faire, c'est non pas pour le projet en soi, mais pour ressentir une certaine émotion. Par exemple, lorsque j'aurai réalisé mon projet et que je l'aurai posté, je ressentirai une émotion de fierté. Et c'est-à-dire que vous-même, vous vous donnez uniquement le droit de ressentir certaines émotions lorsque vous créez certains projets. Le problème avec ça, c'est que lorsque vous faites de la visualisation et on vous demande de vous visualiser à la fin le projet réalisé, vous ressentez l'émotion, sauf que derrière, lorsqu'on teste scientifiquement, en fait, est-ce que les gens qui ont ressenti en visualisation cette émotion de fierté et compagnie, est-ce qu'ils ont réalisé ce projet? En fait, on se rend compte que ceux qui ont visualisé sont ceux qui ont été le moins productifs. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait, si vous êtes capable de ressentir cette émotion sans même réaliser réellement le projet, vous allez avoir une perte de motivation. Donc, admettez plutôt des émotions positives et négatives sur le chemin. Par contre, vous pouvez vous dire quelle émotion pour ce projet je veux ressentir. Ça va être par exemple une fierté, de l'amour de soi et compagnie. Et admettez de ressentir cette émotion uniquement à la fin. Et voilà. Autre point, on va revenir sur un point que j'ai précédemment cité, c'est vraiment l'habitude de productivité. C'est vraiment, commencez vraiment par vous poser cette question. Faire cette tâche, aujourd'hui ça me paraît facile, si j'y investis combien de temps? C'est
vous ne voulez peut-être pas une réponse aussi simple parce que vous voulez être productif comme ça, mais en fait, pour votre cerveau, il faut lui donner en fait l'habitude d'être productif et de commencer à aimer ça. Et vous allez voir qu'en prenant le temps de prendre cette habitude de productivité, en commençant par quelque chose de facile, et même si pendant une semaine, ça va être 10 minutes uniquement, 10 minutes par jour uniquement que vous avez travaillé sur un projet, parce que c'était les 10 minutes qui vous paraissaient faciles, vous allez voir que déjà ça va vous faire 7 fois 10 minutes, 70 heures, 70 minutes, mais vous allez déjà avancer et petit à petit votre cerveau va s'habituer. Et c'est comme tout dans la vie. En fait, c'est vraiment, il faut habituer son cerveau. Ça lui donne le temps de créer les connexions neuronales, en fait, ou être productif, travailler, se mettre au travail, ça paraît facile. C'est une très bonne habitude à prendre. Par contre, faut admettre, commencer petit. Et enfin, admettre l'affirmation de soi. En psychologie, il y a ce concept d'affirmation de soi, c'est que tous les projets ne sont qu'une projection du soi personnel. C'est des sujets qui sont passionnants, je ferai sans doute une vidéo là-dessus. Vous pouvez d'ailleurs chercher en psychologie qu'est-ce que l'affirmation de soi. Et sauf qu'aujourd'hui, et depuis peut-être pas mal de temps, on est dans une société qui n'est pas forcément en train de valoriser le fait de se projeter et de réaliser ses projets. On a parfois des pensées limitantes, par exemple, en réalisant mon projet, je vais prendre à lui, je suis quelqu'un déjà de privilégié et c'est injuste pour ceux qui ne réalisent pas leur projet, et du coup ça vous met dans des logiques d'auto-sabotage. Et notamment dans des cultures judéo-chrétiennes, l'autoflagellation et la culpabilisation, en fait, c'est très efficace. Sauf qu'aujourd'hui, ça, c'est des identités qui, dans la réalisation de votre projet, ne sont pas utiles. Donc, conscientisez si vous avez des pensées qui vont contre ce concept d'affirmation de soi et qui vous amène à une forme d'auto-sabotage, et admettez de changer ces pensées en des pensées qui vont nourrir justement vos valeurs hautes. Et encore une fois, faites le test pour savoir vos valeurs hautes que vous pouvez trouver dans la vidéo précédente. Ça va être extrêmement utile pour trouver justement des pensées qui sont extrêmement efficaces chez vous. Autre point, on arrive du coup là vers la fin. Si vraiment vous avez un problème pour être productif, admettez de prendre un coach. Que ce soit moi ou un autre, un moment, quand vous avez conscientisé le coût que ça a été de procrastiner jusqu'alors, vous vous rendez compte que ça vous a coûté très cher, en fait, la procrastination. Donc, admettre de prendre un coach qui va vous coûter, que ce soit les 30 minutes, 20 euros, jusqu'à parfois certains 80 euros, d'autres 150 euros, il en reste que admettre prendre un coach pour vous débloquer vite fait des croyances comme ça. D'une part, ça va vous permettre de partager, et qu'on le veuille ou pas, la connexion chez les humains rend plus productif. Au-delà de ça, un coach est là pour vous manipuler émotionnellement dans le sens que vous souhaitez. Et donc, vous payez un résultat quelque part. Donc, si vraiment vous bloquez depuis 6 mois, admettez de payer une fois 40 euros. Encore une fois, que ce soit. Alors là, forcément, j'ai un intérêt là-dedans, mais admettez-le. Après avoir testé tout ça, si vous restez encore. Vous n'êtes pas productif, vraiment, qu'est-ce que c'est? Vous n'êtes pas à 40 euros près. Et c'est-à-dire que même au-delà de ça, la procrastination vous coûte très très cher, que ce soit en tampon émotionnel. C'est-à-dire que par exemple, toutes les fois où vous n'êtes pas productif et que vous souhaitiez travailler, en fait, où vous avez claqué 50 euros dans un repas, tous les loisirs ou les divertissements que vous consommez juste pour oublier que en fait, vous n'êtes pas en train de créer la vie que vous souhaitez, payer un coach pendant juste 20 minutes, rien que pour l'expérience déjà, ça vous ajoute une expérience, mais juste pour voir est-ce qu'il est capable de vous débloquer, ça peut être extrêmement utile. Autre point, si vraiment rien ne marche, il faut peut-être admettre, peut-être d'un point de vue médical, une spécificité qui s'appelle le TDAH. Donc c'est le trouble de l'attention avec ou sans impulsivité. Il faut savoir que pour être productif et pour se motiver, ceux qui sont atteints, parfois c'est une chance, hein, donc ceux qui sont considérés comme TDAH, justement ont un manque de dopamine et donc un problème pour se concentrer. Donc moi je vous invite, si vraiment vous bloquez et si vous pensez que vous pouvez avoir ce genre de trouble, à vous intéresser à aller voir un médecin. Vous avez une excellente chaîne sur YouTube qui s'appelle Les Fous de Normandie et en fait qui parle pas mal de sujets, donc que ce soit en termes de culture personnelle ou en termes de réalité, ça peut vous permettre de découvrir une réalité sur vous. N'hésitez pas à vous renseigner sur le TDAH. Enfin, avant-dernier point, admettre la méthodologie scientifique pour avancer. La méthodologie scientifique, dans les faits, c'est une théorie
on teste la théorie en faisant une prédiction. Si je fais ça, il va se passer ça. Donc, une fois que vous réalisez votre théorie, la mise en pratique, vous faites l'expérience. L'expérience vous amène à l'observation. Très concrètement, de la théorie à la prédiction, c'est vous utilisez la théorie pour faire une prédiction. De la prédiction à l'expérience, vous construisez une expérience pour tester votre prédiction. Enfin, de l'expérience à l'observation, vous effectuez l'expérience, et de l'observation à la théorie, vous modifiez ou rejetez la théorie. Admettez vraiment que l'entrepreneuriat ou entreprendre au sens général répond parfaitement à la logique scientifique, à cette méthodologie scientifique qui a fait, je pense, dans l'histoire ses preuves, et admettez apprendre. Mais aussi, admettez que si l'observation ne répond pas à votre théorie, vous devez en tirer des conséquences. Généralement, lorsqu'on fait des expériences, on refuse certaines conclusions qui ne sont pas de façon identitaire, en tout cas qui sont défavorables à notre identité. Avec le coaching et avec le modèle de Procastillo, vous avez désormais un outil justement pour vous poser la question pourquoi je crois ce que je crois et pourquoi lorsque ça ne marche pas, pourquoi je ne veux pas le voir. Et affronter justement les émotions négatives qui vous seraient défavorables. Donc vraiment, n'hésitez pas à appliquer une méthodologie scientifique à l'entrepreneuriat en la mixant avec de la gestion émotionnelle via notamment le modèle de Procastillo. Et dernier point, une méthode en fait que je trouve assez marrante mais qui est assez efficace. Utilisez vos amis justement pour être productif et notamment des amis à qui vous faites confiance. Moi, je vous invite à faire un petit exercice, donner 20, 50, 100 euros à un ami à vous et lui dire si je ne passe pas ce projet dans les 2 jours, les 3 jours, l'une semaine, tu gardes l'argent. C'est un exercice en fait qui est conseillé parfois. Moi personnellement que je n'ai jamais réalisé. Par contre, c'est un peu une sonnette d'urgence en fait. On peut utiliser ça si vraiment vous n'arrivez pas à vous auto-coacher, à vous auto-gérer, si rien n'a marché d'ici là. En fait, peut-être que si vous avez une sensibilité à l'argent, mais vous pouvez l'essayer. Moi, je vous invite, c'est un petit exercice à faire et testez-le. Vous pouvez commencer par exemple en testant ça avec 5 ou 10 euros, mais pour le coup, ça peut être efficace. Voilà. Alors là, ça fait du coup une grosse vidéo, je pense. Vous avez du coup 20 outils environ concernant la fin de la productivité. N'hésitez pas à me dire en commentaire en testant et en appliquant vraiment une méthodologie scientifique, en essayant les différentes méthodes et les exercices, est-ce que ça fonctionne? Si vous souhaitez prendre une séance avec moi en coaching, c'est possible, donc vous avez un lien en barre d'infos. Voilà, je vous souhaite d'être productif. Essayez vraiment de comprendre qu'est-ce qui bloque chez vous en faisant justement des modèles de Procastillo. N'hésitez pas à retourner sur la précédente vidéo vraiment pour comprendre la méthodologie que j'utilise et les exercices de coaching que je réalise pour lever des croyances limitantes. Voilà, moi je vous dis à très vite et je vous souhaite une excellente journée. Bisous. Oh, 13h46. Ah oui, je me prépare. Et c'est là que vous allez vous rendre compte quelle croyance vous confirmez en fait. En fait, peut-être que si vous avez une sensibilité à l'argent, mais vous pouvez l'essayer. Moi, je vous invite, c'est un petit exercice à faire et testez-le. Vous pouvez commencer par exemple en testant ça avec 5 ou 10 euros, mais pour le coup, ça peut être efficace. Voilà. Alors là, ça fait du coup une grosse vidéo, je pense. Vous avez du